Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie. Comment le naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente. Découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À cœur joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Aujourd'hui, je reçois Manon, la maman de 2 enfants en bas âge. Manon a fait le choix d'être mère au foyer, de s'occuper à temps plein de ses enfants et de ne pas les scolariser. Elle partage son quotidien et ses prises de conscience sur Instagram, sur son compte Foyer Heureuse, qui a rapidement comptabilisé un grand nombre d'abonnés. Salut Manon. Salut! Écoute, je me suis intéressée à ton compte Instagram que j'ai découvert par hasard parce que tu y partages tes choix de vie de maman au foyer et aussi d'instruction en famille. Quel est ton parcours et qu'est-ce qui a motivé ton choix de t'occuper de tes enfants? Alors, mon parcours, déjà j'étais infirmière à la base, j'étais infirmière assez jeune, vers, 22 ans. J'ai travaillé pendant 2 ans et puis je suis tombée enceinte de mon premier enfant et j'étais en CDI à l'époque. Donc, c'est quelque chose, qui s'est présenté un petit peu de manière, inopinée, on va dire. Et quand j'ai eu mon fils, tout simplement, ça a été une révélation pour moi, la maternité. Je m'étais jamais vraiment posé la question de savoir si je voulais, m'en occuper à temps plein ou si je voulais reprendre le travail. Je crois que j'avais un peu le schéma, classique dans la tête et que c'était un peu une évidence pour moi que je reprendrais le travail, mais sans vraiment m'être questionnée profondément, là-dessus. Et puis on a eu un début d'allaitement, très compliqué avec mon fils, qui m'a demandé, de me battre, hein, un petit peu contre moi-même, contre les douleurs. J'ai dû, chercher des informations, partout pour essayer de comprendre, ce qui n'allait pas. J'ai mis plusieurs mois à mettre en place un allaitement, serein et non douloureux. Donc quand, les choses se sont enfin apaisées, ça s'est tombé un petit peu en même temps que, la fin de mon congé maternité. Et en fait, j'avais pas envie de lâcher mon allaitement pour lequel je m'étais tant battue. Donc j'ai pris un congé parental, de 6 mois là, rémunéré, par la CAF, des cacahuètes, hein, mais bon, c'était toujours Mmh. ça de prix. C'était une Mmh. petite sécurité. Et puis, à la fin de ce congé parental rémunéré, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais même pas cherché de crèche, ni de nounou. C'était, un petit peu un choix qui s'est imposé à moi et un jour je me suis dit: «Bah, je vais juste prolonger» et puis, les difficultés, qu'on aura, par la suite puisque ça en a emmené forcément, financièrement, on y fera face, au fur et à mesure et voilà. Ma priorité, c'était de rester avec mon enfant parce que je suis tombée aussi, comme Obélix avec la potion magique, je suis tombée dans le maternage proximal et toutes ces valeurs-là et c'était pour moi hyper important d'offrir, ma présence et mon sein, et tout mon amour à mon enfant donc voilà, le travail est passé complètement à côté. Mmh. Et puis par la suite, je me suis un petit peu oubliée parce que, on a déménagé en Bretagne, donc à 1 200 kilomètres de nos familles, mon mari et moi et on s'est retrouvés un petit peu tout seuls, pendant 1 an. J'ai pas côtoyé grand monde, j'ai pas fait de rencontres, on connaissait pas grand monde ici. Donc j'ai fini, en burn-out, tout simplement, j'étais épuisée, j'arrivais plus à rien faire et ça m'a demandé de remettre en question, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, dans ma maternité bien sûr, mais surtout avant tout, avec moi-même, hein, la relation que j'avais avec moi-même avant toute chose et j'ai entamé un travail, de développement personnel, d'introspection. J'ai, développé, ma spiritualité aussi, et tout un art de vivre autour, du fait d'être maman au foyer. Je me suis vraiment recentrée sur moi, sur notre petit cocon et de toute cette expérience, j'ai appris, énormément de choses, sur moi, sur, la dynamique familiale, la dynamique de couple, toutes les choses qui pouvaient se jouer aussi entre, chaque membre d'une famille
Et par la suite, j'ai eu envie de créer mon compte Instagram, donc Foyer Heureuse, pour parler de tous ces sujets-là. Mmh. Et qu'est-ce que tu as envie justement de partager de ton quotidien et de quoi est-ce que tu aimerais témoigner aujourd'hui? Bah, j'aimerais témoigner du fait que, quand on est maman, et surtout maman au foyer, c'est pas incompatible avec l'épanouissement et que, cette idée, qu'on devrait rester une femme avant tout, je pense qu'elle est importante, mais que, ça veut pas forcément dire qu'on est obligé de décloisonner, tous nos rôles pour s'épanouir, en fait, en chacun d'entre eux. Et du coup, j'essaie de, voilà, de partager, toutes les choses qu'on peut développer, en fait, autour du fait d'être, simplement, maman au foyer. Je veux montrer qu'on peut en faire un art de vivre, développer plein de compétences, s'enrichir, avoir un cercle social, hyper riche, et puis qu'en fait, c'est un vrai travail, parce que, ça demande de l'implication à tous les niveaux, quoi, psychologique, émotionnel, physique, spirituel. J'ai compris que j'étais, mon propre outil de travail, en fait, mon corps, mon mental, et que si je veux que tout se passe bien dans mon foyer et aussi dans ma vie à moi en tant que personne, et ben, tout ça doit être vraiment au cœur de mes préoccupations, et donc c'est pour ça que je partage, autour de tout ça. Mmh, tu compris que tu étais le pivot de la famille. Ouais, le cœur de la famille, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Hem, Justement, tu disais, tout à l'heure que ça avait été compliqué, pour toi. Tu parlais que tu avais été en burn-out. On entend beaucoup parler de ça, en ce moment et depuis quelques années notamment. Comment tu pourrais expliquer, toi, ce phénomène? Pourquoi est-ce que toi, ça t'est arrivé? Et qu'est-ce que tu as mis en place justement dans ta vie pour t'épanouir dans ta maternité? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses, qui se jouent aujourd'hui. Déjà, les langues, se délient par rapport, aux outils qu'on a à disposition aujourd'hui. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il y a ce phénomène aussi, de l'expression de soi, qui est, de plus en plus présent. Et je pense que ça permet de vraiment enrichir un débat, social, et de pouvoir entendre tous les points de vue, donc c'est très riche. Mais en même temps, on peut aussi, très vite tomber un petit peu dans un entre-soi puisque, sur les réseaux sociaux, il y a une histoire d'algorithme, et plus on va consommer un type de contenu, plus on va être exposé au même type de contenu. Et c'est vrai que moi, par exemple, à l'époque où j'ai fait mon burn-out, je consommais beaucoup de contenu, en fait, de mamans, qui essayaient de déculpabiliser et de dédramatiser aussi, certaines choses du quotidien, oui, pour, j'imagine, faire cette déculpabilisation un petit peu, générale, et faire qu'on puisse se retrouver un petit peu toutes dans ce discours-là. Ce qui est vrai, je veux dire, quel que soit nos choix en termes de maternité, on peut tous se retrouver, dans les phases où c'est plus compliqué, où on est fatigué, où on a envie de lâcher un petit peu prise, sur tout le reste. Mais je pense que très vite, on peut tomber aussi dans ce truc où on voit que ce type de discours, et je pense que ça peut être, contre-productif parce qu'à un moment donné, bah, il faut aussi, essayer de sortir de cet état-là et essayer de trouver des solutions. Et puis, bah, il y a aussi, moi, ce que j'ai identifié, par la suite, c'est on est quand même, amenés aujourd'hui avec toutes les questions d'éducation, de parentalité qui sont en train de bouger, notamment grâce aux neurosciences, toutes les choses qu'on redécouvre par rapport à la façon d'accompagner un enfant de manière, physiologique, bienveillante, qui peuvent aussi nous mettre, beaucoup de pression puisque ce discours, on l'entend, voilà, de manière générique. C'est pas quelque chose qu'on va entendre dans une consultation individuelle, par exemple, forcément. Donc, on va prendre le discours, brut, tel qu'il est, et puis après on va essayer de le calquer, sur notre quotidien. Sauf que, ben, l'individu est est un individu, donc il y a des choses qui sont pas pareilles pour les uns et pour les autres. Et moi, personnellement, je me suis mis beaucoup de pression à essayer de répondre à tous ces critères-là, plutôt que d'essayer de les intégrer à ce que je suis finalement. Mmh. Et pourtant, je suis toujours aussi d'accord avec tout ce qui est dit, dans ces thématiques-là, hein, bien évidemment. J'ai aussi compris qu'on était, bah, des familles nucléaires, hein, tout simplement, et que, à la base, l'être humain, il est fait pour vivre, en société, en communauté, voire en tribu, et que ce rôle, de maman, il doit être, accompagné, soutenu, partagé, et c'est pas le cas,
quand on est 2 dans un foyer, 2 adultes à gérer toute la charge. D'autant plus quand effectivement, aujourd'hui, dans notre région du monde, on va dire, on est amené à gérer toutes les casquettes puisque, c'est quand même la majorité des mamans qui travaillent, alors que ce soit à l'extérieur du foyer ou qui ont, une casquette, d'auto-entrepreneur ou autre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on gère un petit peu, tout, sur tous les fronts et forcément au bout d'un moment, bah, ça explose quoi. Il faut arriver, je pense, à prioriser, à se dire que moi, c'est ça que j'ai essayé de mettre en place à un moment donné dans ma vie parce que je voulais, tout développer en même temps. Je voulais, créer mon entreprise, être, la maman, parfaite que je m'étais imaginée, avoir un super, état, dans mon couple, et cetera. Et puis, bah, il a fallu que j'accepte que la maternité, en tout cas, les premières années, puisque c'est un accompagnement, particulier, les bébés et tout jeunes enfants, que ça demandait aussi, de s'y consacrer pleinement et qu'à partir du moment où je suis maman, bah, je suis maman. Donc il faut que je trouve une façon d'exister, sereinement, dans ce rôle-là et ça demande de Mmh. lâcher prise, bah, sur d'autres choses pour pouvoir, mieux vivre, ce quotidien. C'est ça, c'est qu'on peut pas être non plus, au four et au moulin, quoi. Enfin, ça demande quand même de mettre, de côté certaines choses, pendant tout ce temps où, le nourrisson est quand même extrêmement dépendant de, la maman. Bien sûr. Et la technologie aujourd'hui, que ce soit, voilà, les biberons, les tétines, les laboratoires qui font du lait, maternisé, toutes ces choses-là sont super parce que dans certains cas, évidemment, c'est un super soulagement. Mais en fait, je pense qu'on ça nous dévie, de la physiologie et c'est comme on y a accès et comme c'est quelque chose qui est très répandu, eh ben, c'est peut-être pas donné à tout le monde de tout remettre en question et forcément certaines personnes vont s'orienter vers, ce que, la masse, la majorité des gens, font et suivent, le mouvement sans se questionner sur quelles sont leurs envies profondes, leurs besoins profonds en tant que maman à ce moment-là et je pense que oui, cet accès à autant de soutien, technologique, peut nous perdre aussi à un moment donné dans cette priorisation qui pour moi est essentielle, pour bien vivre les choses. Mmh. Tu as compris qu'il y avait la nécessité d'un retour à l'essentiel, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. En 2 mots, quoi. Ouais, voilà. Et tu disais tout à l'heure, effectivement, l'éducation positive, que ça enfin, on peut voir, pas mal de conseils en ligne et cetera et que c'est pas toujours évident de l'appliquer à son quotidien. Oui. Mais c'est aussi, enfin, c'est ce que j'ai compris dans ce que tu disais, c'est et dis-moi si je me trompe, mais c'est dans quel quotidien? C'est-à-dire quand on fait vivre aussi des choses extrêmement violentes, de rien que de la façon dont le quotidien est mis en place. Je pense notamment à toutes les séparations précoces ou toutes les empressements qu'on peut presser les enfants pour les amener d'un point A à un point B et cetera. Comment c'est possible de rester dans une éducation positive dans ce contexte-là aussi. Ah bah ça, oui, c'est sûr. Je pense que le rythme de vie, que nous impose la société avec des étapes, qu'on doit franchir à tel âge, parce que c'est telle date, et que c'est comme ça que ça doit être, ça doit être très compliqué. Moi, je l'ai pas vécu personnellement, j'ai jamais eu à me séparer de mes enfants, de manière, précoce, mais ça doit être très compliqué d'accompagner ça, avec beaucoup de positivité, oui, les principes d'éducation bienveillante parce qu'à un moment donné, on se heurte aux besoins, naturels des enfants, donc on est obligé de forcer les choses, même si on peut accompagner, entendre et soutenir et puis, déjà accueillir aussi, les émotions et les difficultés de l'enfant. C'est sûr que ça doit, bah, je pense que ça doit vraiment les comment dire ça? Les, je trouve pas le mot. Perturber, bousculer, Oui, voilà, ça doit les mmh mh. bousculer dans leurs besoins, quoi, donc et puis Mmh. même nous, en tant que maman aussi, c'est ce Mmh. que j'essaie de transmettre aussi comme message, notamment quand j'accompagne des mamans, dans leur allaitement. C'est que, on fait pas ça que pour nos enfants. On a aussi des rythmes naturels et biologiques, quand on a mis un enfant au monde, qui sont là et quand on n'y répond pas, bah, ça peut créer des dysfonctionnements aussi, chez nous, quoi,
Donc Mmh. ça, il faut le prendre en compte, je pense et hem et puis voilà quoi. C'est Bah, d'ailleurs, on le voit bien, les femmes qui choisissent de ne pas allaiter, elles sont obligées enfin, souvent, on leur propose des médications pour couper l'allaitement. ouais. Ouais, ouais, Donc ouais. on vient faire entrave, en fait, un processus naturel qui devrait se mettre enfin, qui est appelé à se mettre en place. C'est ça et puis, enfin, ça, c'est la partie, vraiment biologique et physiologique, mais, il y a aussi le lien d'attachement, enfin, tout un tas de choses, je pense, qui sont Mmh mh. essentielles, dans la mise en place de la maternité et je jette pas du tout la pierre aux mamans qui font ces choix-là parce que, il y a aussi une facilité à se perdre, comme moi je l'ai vécu. Après ça veut pas dire que c'est une fatalité, hein, on peut tout à fait transformer ça, mais, il y a quand même aussi, une facilité quand on est, à la maison et qu'on ne fait que ça, à se perdre complètement dans tout ça et à pas arriver à reprendre un petit peu le dessus. C'est normal, je pense, les premiers mois. Et moi, je me souviens m'être fait une réflexion avec mon fils, c'est que au bout d'un moment, il avait forcément moins besoin de tétée, vers ses 1 an et demi. Il pouvait largement se passer de moi plusieurs heures d'affilée. Son papa s'en occupait très bien. Et en plus, mon mari a toujours pratiqué le portage aussi physiologique pour me soulager, tout ça, dans certains moments. Et pourtant, même quand ça a été le cas, je m'en suis pas aperçue tout de suite. Je suis restée calquée sur le fonctionnement un peu nourrisson et on faisait toujours tout à 3. Je me déplaçais jamais sans lui parce que j'avais gardé cette espèce de minuteur de la tétée, dans la tête et du coup, bah, voilà, il m'a fallu quand même traverser un burn-out pour comprendre que, bah, non, là, je pouvais aussi, partir me promener 2 heures, il y avait aucun souci, quoi. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est pour ça, peut-être qu'on y viendra dans la suite, du podcast, mais je pense que c'est quoi qu'on fasse comme choix, l'important, c'est de faire les choses en conscience et d'essayer de nourrir, une relation saine avec soi-même et des fois, une relation saine avec soi-même, ça veut dire, bah, lâcher un peu le travail pour, s'accorder plus, de place dans sa maternité et des fois, au contraire, ça veut dire, s'accorder un petit peu plus d'espace, pour exister, seul, pour, bah, justement pour retrouver un nouveau souffle dans sa maternité et ça, bah, c'est à voir, après au cas par cas, quoi. Oui, c'est un ajustement, c'est, des prises de conscience aussi. Après souvent on se rend compte et ça j'ai eu l'occasion d'en parler, pas mal dans le podcast, c'est que souvent la maternité ça vient réveiller, des parties de nous, enfants, de ce dont on a manqué et Mmh. cetera. Donc parfois quand on n'a pas été suffisamment, réparé, bah, on a du mal à être pleinement, disponible aussi, dans sa maternité parce que finalement il y a toujours une partie de nous qui est en attente de réparation, Ouais, d'exister, de c'est vrai, reconnaissance, de presque un ego un peu abîmé encore en fait complètement. et c'est pas évident parce qu'en fait, la maternité, c'est un don de soi. Donc si le soi, il est pas suffisamment nourri, bah, c'est difficile en fait d'être pleinement là pour ses enfants. Ouais, c'est ça, il y a un moi, il y a je me souviens, quand j'avais eu des signaux d'alerte un petit peu, juste avant de faire mon vrai burn-out, d'exploser en plein vol. Il y avait des moments où j'avais un profond sentiment d'injustice, de donner autant. En fait, Mmh, j'arrivais pas trop à l'identifier. Je me doutais un petit peu par rapport à toutes les lectures que j'ai pu faire, sur, notamment Isabelle Filiosa, des auteurs comme ça. J'arrivais un petit peu à comprendre d'où ça venait, mais j'avais pas vraiment identifié que ce sentiment d'injustice, de frustration, en fait, venait des choses que j'avais à réparer avec, alors oui, mon passé certainement, mais peut-être même avant tout avec mon présent parce qu'en fait, je me souviens que des fois, je reprochais à mon mari, de pas m'écouter, de jamais faire en sorte que je puisse prendre un temps pour moi et en fait, bah, voilà, j'ai réalisé par la suite que ça, c'était à moi de me l'apporter, de me l'offrir avant toute chose et que, finalement, quand je reprochais à mon mari de pas m'écouter ou quand alors je l'ai jamais reproché à mon fils, mais inconsciemment, c'est ce que je pensais, je pense au fond. Je te donne tout ça et bah, ta réaction, elle est pas à la hauteur de ce que j'espérais, par exemple. mmh. C'était ça, en fait. C'était que j'avais besoin de me nourrir tout simplement et d'aller chercher au fond de moi-même, quelles étaient les parties, sombres et pouvoir, aussi prendre soin de
et de le consoler, de le rassurer et puis d'avancer un peu plus sereinement, ouais. Mmh. Comment ça s'est passé justement ce burn-out? Qu'est-ce que ça a été les symptômes? Ouais, les symptômes, ça a été, une très grosse fatigue, une extrême fatigue, à un moment donné, j'arrivais plus à me lever le matin. Je me souviens, je traînais au lit, je temporisais comme je pouvais avec mon fils en le mettant au sein, j'ai beaucoup utilisé aussi les écrans à cette période-là parce que j'avais plus aucune disponibilité émotionnelle, pour lui. J'arrivais plus quoi, c'était trop lourd pour moi. On mangeait, des pâtes, je commandais du McDo, parce qu'on habitait en ville à l'époque, donc Uber Eats, c'était pratique, hein. Et puis, beaucoup de douleurs physiques, je faisais, beaucoup de crises de colère aussi. Je me souviens, avoir claqué des portes, au point de faire tomber des cadres du mur. Enfin, j'explosais quoi, vraiment, c'est vraiment ça quoi. Je peux pas le décrire autrement et hem et en fait, ben, j'ai d'abord écouté mon corps. Au début, j'ai pas forcément, tout de suite identifié que c'était un burn-out. Je pense que c'était dur pour moi d'arriver à regarder la situation avec un regard objectif et j'ai juste été, chez l'ostéopathe, parce que, ça faisait des années que je l'avais pas été, et j'avais très mal au dos et c'est mon ostéo, qui m'a un petit peu mis un coup de pied aux fesses, quoi, qui m'a dit: «Mais là, c'est plus possible», parce que je faisais que pleurer, en fait. Je Mmh. pleurais pendant la séance et je déchargeais tout ce que j'avais et j'étais vraiment épuisée, quoi et c'est elle qui m'a dit: «Vous sortez pas de mon cabinet tant que vous m'avez pas promis que, voilà, vous allez prendre, une demi-heure, ne serait-ce que ça, par jour, toute seule, en fait, pour vous, arriver à trouver un petit équilibre aussi dans l'organisation par rapport au couple et tout ça». Et hem et du coup, ça a commencé par, vraiment par le corps, par le fait de prendre un peu de temps, même si c'était, juste des fois, c'était juste, 1/2 heure dans la salle de bain ou aller me promener 1/2 heure, c'était pas grand-chose, hein, voilà. Et ça m'a permis de me retrouver un petit peu avec moi-même et d'avoir à nouveau le sentiment d'exister et d'effacer un petit peu aussi ce sentiment d'injustice, de redevabilité, que je tenais un petit peu envers, mon fils et mon mari. Et puis, par la suite, j'ai pu, faire un travail plus en profondeur, au niveau émotionnel et psychologique et j'ai beaucoup travaillé en auto-hypnose, tout simplement et en méditation avec des séances, sur YouTube, que d'ailleurs je recommande souvent sur mon compte Instagram parce que, c'est voilà, je trouve qu'il y a rien de plus efficace que de travailler sur l'inconscient. Il y a tellement de choses qui sont ancrées qu'en fait, moi j'avais beau essayer de me dire des choses, d'avancer, de prendre des décisions, le naturel en fait finissait toujours par revenir au galop et en travaillant sur mon inconscient, j'ai vraiment senti que ça a changé les choses en profondeur en fait et ça a été, presque magique, hein, vraiment, Mmh. heu Et tu disais tout à l'heure, tu en parlais un petit peu, effectivement la famille nucléaire est contraire à voilà tout bon fonctionnement en fait, parce qu'on se rend compte que on n'est pas fait pour vivre comme ça, dans nos familles individuelles sans soutien. ouais. Ça a été peut-être, le déclenchement aussi, le fait de te retrouver complètement seule avec tes enfants? Oui, je pense que alors à l'époque, c'était juste avec mon fils, hein. J'ai eu ma fille, par la suite quand ça allait mieux. Mmh. À l'époque, oui, je me suis retrouvée complètement seule. C'est-à-dire que vraiment, j'avais plus de famille, à proximité et en plus, je connaissais personne. Donc j'avais même pas d'amis, en fait, à aller voir, Mmh. même avec mon fils. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a toujours pas de famille, dans le coin. Mais j'ai pu développer des relations, amicales, très fortes, riches, avec des mamans qui partagent mes valeurs, avec qui on se soutient, on s'entraide et en fait, ça crée cette espèce de sentiment d'être, en communauté, même si on vit pas ensemble sur le même lieu. Mais voilà, moi, je sais que bon, là, c'est les vacances, donc on est un peu tous dispersés, mais à l'année, en tout cas, par rapport aussi à l'instruction en famille, on essaie de vraiment, sortir un maximum, avec mes enfants, donc toute seule avec mes enfants et puis en plus, il y a ce truc, ce phénomène magique, qui se passe quand on fait ça, c'est que les enfants jouent et nous, bah, on on peut discuter et en fait, on est quasiment tranquille, tout le long, quoi, donc ça soulage, Mmh. en fait. C'est des heures Mmh. qu'on passe pas à la maison à voilà, accompagner, tout un tas de choses, c'est aussi des moments où, la maison, elle est pas dérangée,
Et je pense que c'est hyper important. C'est même, le pivot, moi, c'est Mmh. ce qui a fait tout pivoter après derrière dans mon organisation, quoi. Mmh. Oui, parce que certaines peuvent s'imaginer que qu'être au foyer, ça limite complètement les interactions sociales. On peut même entendre que, voilà, que certaines sont même contentes de reprendre le travail. On pourrait se demander si c'est pas justement, ce besoin très naturel, hein, d'être en lien Bien sûr. qui manque en fait, enfin qui peut manquer selon la façon dont on organise sa vie, au foyer. On appelle ça au foyer, mais finalement, c'est aussi, beaucoup en dehors du foyer. Ah bah oui, C'est hein. rassurant. Ouais. Oui, oui, je pense qu'il y a il y a cette idée que, la maman au foyer forcément, comme je l'ai dit, une fois dans une publication, que j'ai faite sur Instagram, forcément avec un chignon, sur la tête un petit peu désorganisé, le Mmh. legging troué, en train de jouer au Playmobil, avec, un t-shirt, du mari. Je pense que cette étape, on n'y échappe, presque pas, toutes, quoi, parce que cette étape-là, pour moi, c'est l'étape nourrisson, en fait, et que la Mmh. plupart des mamans, vu qu'elles sont à la maison, seulement, durant leur congé maternité et qu'après elles reprennent le travail, elles assimilent, en fait, le fait de rester à la maison avec cette période nourrisson. Mais en fait, après les enfants, ils grandissent et il se passe plein d'autres choses et on peut à nouveau, d'ailleurs, moi, je me suis pas, pour ma fille, empêchée de sortir quand elle était, toute petite. Mais bon, après, j'aurais pu, garder un petit peu de cette bulle de confort, on va dire, et rester un petit peu entre nous. Mais je pense qu'il y a cette idée-là parce que, bah, la plupart des mamans qui ont une expérience avec, le fait de rester à la maison, ça dure que le temps, oui, du nourrisson, quoi. Donc elles sont restées aussi peut-être sur cette idée-là et pourtant, oui, je pense que si on veut en faire un mode de vie épanouissant sur le long terme, alors si on a la chance d'avoir de la famille à proximité, c'est le top. Encore faut-il aussi bien s'entendre et partager aussi des valeurs éducatives. Mais, Mmh. mais avant toute chose, je pense qu'avoir un cercle amical, pardon, voilà, solide, avec qui on peut s'échanger, aussi des services, du soutien, qu'on puisse, déposer aussi, toutes nos difficultés, qu'on sait qu'elles vont être accueillies sans jugement, enfin c'est un cadeau merveilleux et puis, bah, pour moi aujourd'hui, je verrais pas les choses, possibles sur le long terme si j'avais pas pu développer ça et hem et pour revenir aussi sur la famille, moi, ce que j'ai remarqué, ça, j'en suis ressortie un petit peu en travaillant, sur moi, c'est que, justement, on est un petit peu dans une époque un peu charnière avec l'éducation où il y a beaucoup de valeurs qui sont en train de changer, voilà, scientifiquement, on apprend beaucoup de choses et ben, ça nous met des fois aussi en confrontation avec, nos propres parents ou grands-parents et je trouve que d'être tombée à fond aussi dans l'éducation, positive avec, aussi l'histoire des VEO, donc des violences éducatives ordinaires, j'avais tendance à à être tout simplement méfiante, en fait, de tout. J'arrivais pas à accepter que, bah, par exemple avec, mes parents ou mes beaux-parents, mes enfants puissent vivre une expérience différente. Alors, j'aurais jamais toléré que ça dépasse, un certain cadre bienveillant, bien évidemment, mais que certaines phrases, voilà, qui peuvent être, dans ma façon de faire, pas les plus adaptées, bah, c'était pas forcément dramatique parce que l'expérience et la richesse que ça allait leur apporter d'être, aussi en contact avec, leur père quoi, enfin leur, PAIRS, allait aussi leur apporter beaucoup et que ça n'empêchait pas que je pouvais reprendre les choses à la maison avec eux, savoir s'il y avait des choses qui les avaient heurtés ou, pouvoir revenir dessus. Mais, Mmh. je pense on a quand même aussi, enfin j'ai eu en tout cas moi, tendance un petit peu à m'isoler, moi toute seule quoi, hein, donc il y a peut-être aussi des choses à travailler sur ce lâcher prise, sans pour autant accepter, tout et n'importe quoi. Bien évidemment, j'accepterai jamais que quelqu'un, puisse, franchir, que je m'impose avec mon enfant, mais en tout cas travailler peut-être aussi un peu sur le pardon vis-à-vis de nos propres parents. Moi, c'est ce que j'ai fait, notamment en prenant soin de mon enfant intérieur et puis, en comprenant que déjà en faisant aussi moi-même des erreurs après avec mes propres enfants, bah, j'ai appris aussi à lâcher sur mon vécu en tant qu'enfant quoi, tout simplement puisque, bah, j'ai accepté que mes parents étaient, des êtres, imparfaits qui ont fait avec ce qu'ils avaient pu
et puis apprendre à les aimer en tant que personne aussi et à se détacher de ce regard de l'enfant vis-à-vis du parent. Je pense que ça soulage beaucoup. Mmh. Après, comme tu dis, on est à une époque un petit peu charnière parce qu'il y a plein de choses qui bougent au niveau éducation. Je pense que on est vraiment une génération où on se rend compte de tout un tas de choses, Ouais, qui ont pu être, quand même dramatiques, qui ont bien sûr. laissé des séquelles, donc il y a beaucoup de communication à faire aussi, là-dessus pour qu'un vrai changement de paradigme puisse, advenir et c'est vrai que bon, les générations, qui nous précèdent ont pas forcément cette conscience-là et elles peuvent être encore un petit peu hermétiques, Oui, à tout ce qu'on peut savoir, connaître, et défendre oui. aujourd'hui. Oui, oui, je pense et puis, bah, après, par mon expérience, hein, je suis arrivée au début avec un petit peu une forme de combat. Forcément, ouais, j'ai lu tout ça, vous avez pas Mmh. fait ça Mmh. et je pense que de présenter la manière dont on amène et présente les choses, si on est soi-même dans un esprit un petit peu, pas revanchard, mais où on a encore du ressentiment. L'enfant à l'intérieur de nous est encore en colère aussi de ce qu'il a vécu. Mmh. On n'a pas encore laissé la place à tout ça, on n'a pas encore guéri, on n'a pas encore accueilli tout ça. Mmh. Forcément, si on arrive dans la confrontation en disant vous faites pas ça avec mon enfant, vous dites surtout pas ça, avec mon enfant on fait pas ça, ça peut que à un moment donné se heurter quoi. Donc moi je suis Mmh. arrivée au début avec cet état d'esprit là vis-à-vis de mes parents notamment et je pense ils se sont pris un gros truc dans la tête quand même. Donc Mmh. voilà, et en fait, en réparant, c'est marrant parce qu'en réparant aussi avec moi-même, naturellement, ça a changé des choses aussi dans notre relation qui ont fait que j'ai plus forcément attendu aussi qu'ils soient d'accord avec ce que je fais avec mes propres enfants. Et j'accompagne mes enfants d'une certaine manière devant eux, qui les englobe en fait aussi là-dedans. Et bah, les choses, naturellement, se sont aussi, fluidifiées. Après, j'ai la Mmh. chance d'avoir des parents qui ont adoré lire, André Stern, par exemple. Donc Ouais. ils ont été, subjugués, de découvrir tout ça aussi avec moi, avec nous. Mmh. Et Mmh. j'ai aussi cette chance-là, bien évidemment. Si c'était des personnes complètement, fermées et très rustres et qui voulaient pas du tout se remettre en question, ça serait très compliqué évidemment de fonctionner, de manière sereine. Voilà. Donc voilà. Mais Je pense que c'est ça. Faut quand même que de l'autre côté, il y ait une volonté, bien sûr. d'ouverture et de remise en question aussi et de communication en fait, tout C'est ça, simplement. tout simplement. Ouais, ouais, Mmh. complètement. Ouais, la base. Hem, Certains pensent que c'est un retour en arrière un peu, avec toutes les luttes féministes, qu'on a dit, libératrices pour les femmes, hem, de rester auprès de ses enfants plutôt que de travailler. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bah, moi, je pense que c'est l'avenir, au contraire. C'est l'avenir parce que, déjà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le choix. Donc, quand on fait ce choix, c'est un choix, en fait. Donc, déjà, ça je pense qu'en ce sens-là, on n'est pas dans le retour en arrière. Au contraire, on est dans l'évolution et pour moi, c'est un choix qui est juste, prometteur en termes d'avenir parce que, ben, si on veut créer demain une société, bienveillante, qui prend soin de la nature, qui, fait attention aussi à son alimentation, qui est peut-être un peu moins dans la consommation et dans l'excès et cetera, bah, rien de tel que de revenir, aux sources quoi, d'être chez soi à la maison, d'avoir un rythme plus lent, d'être en contact le plus souvent possible avec, la nature, avec les animaux, d'avoir la chance de pouvoir être accompagné, dans ses émotions, dans ses apprentissages, enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui, au contraire, tend à faire évoluer, l'humanité vers quelque chose de plus, voilà, de plus sain, de plus serein. Et puis de toute façon, il suffit d'observer la société, 5 minutes pour se rendre compte que, bah, tout est en train un petit peu de cacahuètes, quoi, que ce soit le système scolaire, le système, médical, l'alimentation, c'est n'importe quoi, la planète, c'est n'importe quoi. Je veux dire, voilà, revenir à des bases essentielles comme, faire sa nourriture soi-même, apprendre ces compétences-là à ses enfants, les mettre en contact le plus possible, avec la nature, leur apprendre des valeurs comme ça, pour moi, c'est l'avenir, au contraire, quoi. Donc Mmh. voilà.
Mmh. Ouais. Ouais, tu as parlé de slow life, c'est vraiment ça, en fait, hein, c'est prendre le temps de faire les choses, au quotidien. C'est quelque chose que vraiment je partage avec toi, cette envie d'être au plus près des choses, simples, de Mmh. la vie, de la maison, en fait. Prendre le temps de faire soi-même son pain, voilà, toutes ces choses-là qu'on va pas aller acheter, consommer, et tu tu fait un post très juste, c'est qu'effectivement, le fait de faire, les choses soi-même, c'est des choses qu'on ne va pas payer aussi, donc tout finalement, le manque à gagner du fait qu'on travaille pas, bah, on le récupère aussi parce qu'on fait des choses de nos mains, quoi, et ça, c'est Bien sûr. l'avenir aussi. Bien sûr, oui, c'est une forme d'autonomie, c'est ce que je dis toujours, quand on est, organisé en famille nucléaire, c'est compliqué de tendre vers une autonomie, totale parce que, bah, c'est compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, C'est épuisant. aujourd'hui, oui, c'est épuisant et puis, bah, justement, c'est pas le but, Mmh. de finir par être épuisé par l'autre, choix finalement inverse. Ouais, c'est ça. Mais oui, refaire un maximum de choses soi-même, en tout cas, l'essentiel. Je sais que moi, par exemple, je m'attarde beaucoup maintenant à ce que j'achète, faire en sorte que ça soit des matières brutes. Voilà, j'achète du lait, à la ferme, j'achète de la farine et avec tout ça, bah, on fait des choses Mmh. et remettre de la conscience dans tout ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est après, je pense que pour les personnes qui sont complètement étrangères à ce mode de vie-là et à qui ça parle pas du tout, ça peut paraître très abstrait. Mais en tout cas, quand on le vit et quand on voit les bienfaits, en fait, hein, sur soi-même, de remettre de la conscience dans le fait de faire son pain et après de le déguster, c'est ce que je dis toujours, ça compte, tout autant, que les nutriments qu'il y a à l'intérieur, quoi. C'est tout l'aspect émotionnel, psychologique aussi qu'on met dans les choses et je trouve que de transmettre ça à nos enfants, cette lenteur, de prendre le temps, de faire aussi de chaque petit moment de la vie, quand bien même il soit productif, un instant aussi, de prendre soin, peut-être même méditatif, parce que moi quand je cuisine, je suis complètement, dans la méditation par exemple. C'est pas une corvée quoi pour moi, au contraire et puis, bah, c'est un plaisir quoi de retrouver toutes ces sensations-là de nos ancêtres aussi, qui tendaient à se perdre et qu'on essaie de remettre un petit peu au goût du jour et je pense que c'est Mmh. important que tout ne se perde pas non plus, dans l'évolution de la société. Mmh. Et tu as fait le choix aussi de l'instruction en famille, c'est Oui. un peu toujours la même dynamique finalement, hein. Et c'est notamment pour cette raison que je souhaitais échanger avec toi, parce que c'est le sujet phare du podcast. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce choix pour, tes enfants? Bah, c'est la continuité, pour moi du maternage proximal parce que, pour moi, l'allaitement, la DME, le portage, toutes ces choses-là, c'est, répondre aux besoins, de mes enfants au plus proche, de leur fonctionnement naturel et physiologique. Et puis, faire quelque chose qui est complètement adapté à eux, tout simplement. Et pour moi, l'instruction en famille, surtout, sur le mode, que nous on suit qui est plutôt type, unschooling, donc où on laisse, on fait confiance, hein, bon, tu as reçu André Stern, donc tu connais, le Mmh. sujet, je pense? Oui, puis je pratique aussi, donc Ah comme bah, ça, au voilà, moins, voilà, on peut appeler ça apprentissage autonome, voilà, c'est ça. et pour ceux qui auraient pas écouté les épisodes, précédents, le unschooling, c'est, pas de programme, scolaire, c'est se saisir des intérêts propres de l'enfant pour, dérouler les apprentissages, qui se font, naturellement, pour un peu qu'on réponde justement que le parent se tienne disponible pour Mmh. répondre à toutes les questions, pour aller chercher l'information, si on l'a pas, et cetera, et cetera. Voilà, c'est ça et pour moi, c'est la continuité, en fait, hein. C'est la confiance envers, la pleine capacité, de mes enfants à apprendre ce dont ils ont besoin dans leur environnement pour évoluer, heu, presque tout seuls. Alors oui, parce qu'il faut quand même, veiller à ce que, leur environnement soit suffisamment riche, qu'ils rencontrent, des expériences un petit peu, variées, que voilà, on soit pas tout le temps à tourner en rond, dans un bocal et encore que déjà, en bas âge, je veux dire déjà ça suffit quoi, ne serait-ce qu'une maison et un jardin, c'est déjà un terrain d'exploration, énorme.
Mais voilà, c'est cette confiance, tout comme, dans l'allaitement, c'est ce lâcher prise de dire: «Bah, je vais pas pouvoir, quantifier, la quantité de lait qui est prise, je vais pas pouvoir avoir de contrôle sur, la l'espacement des tétées, le nombre de tétées qu'on va pouvoir faire. Si je veux que ça se passe bien, parce qu'on peut le faire, mais en général ça capote à un moment donné». Et ben, cette même confiance, pour moi, c'était la continuité de le faire aussi avec leurs apprentissages, bah, tous leurs apprentissages en fait, puisque, grandir, téter, apprendre à manger en se diversifiant, apprendre à marcher, apprendre tout, c'est la même chose qu'apprendre à compter, à lire, voilà, ce sont des outils dont ils ont besoin pour évoluer, pour grandir dans leur environnement. Donc, il y a je fais pas la différence en fait entre ça et le reste, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, tu disais, tout à l'heure justement que ça suffisait, un jardin, mais c'est même la base en fait parce qu'on ça aussi j'ai eu l'occasion d'en parler dans un épisode avec, Johanna là du conte, «S'éveiller, naturellement». Oui, ouais. Mais c'est qu'on a tendance à se perdre aussi avec on déborde d'activités, de propositions d'activités. Il faudrait être de toutes les sorties, il faudrait tout faire, tout explorer. Ouais. Et ça aussi, quand on revient un peu à quelques années, auparavant, il n'y avait pas toute cette surstimulation Mmh. qui peut engendrer aussi d'ailleurs de la frustration chez le parent qui se dit: «Mince, j'en fais pas assez, j'ai loupé telle ou telle sortie, il n'a pas tout découvert, surtout», mais bon, voilà, on peut pas tout connaître. Ça, c'est parce qu'il y a trop d'infos aussi. Je pense que Ouais. on est complètement trop stimulé par tout ce qu'on tous les possibles, en fait. C'est ça, bah oui, c'est cette exposition permanente au monde extérieur, en fait, hein. C'est vrai qu'internet, les réseaux sociaux, c'est une porte ouverte vers le monde extérieur. Donc Mmh, quand on a, le monde extérieur chez soi dans sa case quasiment, bah, forcément, on est dans la surstimulation, bien évidemment, et le mmh, cerveau, il n'arrive pas à suivre. Et mmh et donc la frustration et c'est ça qui est et terrible. ouais, bah, oui, bien sûr, et la frustration et même peut-être la culpabilité, hein. Moi, je Ouais. l'ai déjà expérimenté, quand on a démarré l'IEF au tout début, je venais d'avoir ma fille. Ma fille est née un 29 août Mmh. et donc la non-rentrée, c'était le 3 septembre Mmh mh. j'étais, voilà, je me disais: «Mais non, mais on loupe plein de trucs, plein de sorties», et en fait, j'ai vraiment pris confiance, dans notre première année d'IEF en se lâcher prise, le fait de se dire aussi, ben, on va aller vers vers quoi on est appelé, aussi par rapport à ce que mon enfant il souhaite. Mmh. Et puis c'est pas grave si les copains, eux, ils ont fait, 3-4 sorties de plus, voilà, c'est aussi la qualité, qui prévaut sur la quantité, mais ça, c'est tout un état d'esprit, tout un mode de vie. Finalement, c'est pareil pour tout, quoi. C'est pareil pour la nourriture, Mmh. c'est pareil pour, les relations sociales, c'est pareil pour tout. Donc Mmh. donc oui, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense aussi, moi, des fois, j'observe, parce qu'on a des amis, dont les enfants sont scolarisés. Et ça me fait toujours, bizarre, en fait, parce que, ces parents-là, en général, ont un désir de peut-être aussi de cocher. Et on a des amis, par exemple, voilà, ils mettent leurs enfants à l'école, mais il faut qu'en plus, les enfants, ils fassent, un sport, une musique, enfin un instrument de Mmh. musique. Donc ils sont tout le temps dans la productivité, quoi. Mmh mh. Et je me rends compte d'ailleurs qu'on peut très bien, malheureusement aussi calquer ça, sur l'IEF, voire peut-être même encore plus, parce qu'on a des fois un sentiment un peu, d'imposteur, quoi, de se dire, «Bah, vu qu'il va pas à l'école, je vais en faire encore Faut plus que j'en parce fasse qu'il y a plus, ouais. il y a Mmh. ce besoin de prouver, il y a ce besoin de, voilà, de pas se tromper, de pas être dans l'erreur». Et donc je pense qu'il faut être vraiment vigilant là-dessus, ça c'est clair, hein. Mmh. Mmh. Ouais, ça demande, et ça, j'ai trouvé ça super, son discours à André Stern. Il s'agit pas de se faire confiance à nous, parents, en fait, c'est Ah vraiment non, faire confiance à l'enfant. Donc complètement. évidemment, il faut comme tu disais, il faut varier, un peu l'environnement. Mais au fond, déjà, un jardin, enfin, je sais, moi aussi j'ai des poules, toi tu as des poules, enfin les Ouais. choses de la nature, tu vois? Les choses qui nous rapprochent de voilà, un potager, comme disait Johanna justement de s'éveiller naturellement. C'est qu'en fait, bah, en fait, c'est ça qu'il faut apprendre. C'est la base en fait, le reste, c'est accessoire. Bah oui, c'est la base,
Surtout, je pense, dans la société qui nous attend, demain. Mmh. C'est peut-être pas le Ouais. cas aujourd'hui parce qu'on a, comme je dis toujours, on a encore ce gros soutien, technologique, industriel, qui fait que, en fait, tant qu'on peut gagner de l'argent, on peut tout acheter. Donc c'est presque, très abstrait, très lointain, mais moi je crois pas que ce système-là peut perdurer très longtemps et je pense que nos enfants, demain, ils ont besoin d'avoir ces compétences-là. Déjà, par respect pour leur, nature profonde, par respect pour, la nature tout court et puis, pour être armés, vis-à-vis de tous les changements que la société va être amenée à avoir, quoi. Après, il en faudra bien sûr des gens qui savent faire, qui sont ingénieurs, qui savent tout reconstruire, qui savent faire des choses à partir de pas grand-chose, qui en ont dans la tête. Il en faudra toujours, bien évidemment. Moi, je mets pas trop, tu vois, en comparaison les connaissances parce que je pense que c'est la diversité qui fait la richesse. Mais en tout cas, à l'échelle d'un individu et puis surtout jusqu'à un certain âge, foutons-leur la paix, quoi. Je veux dire, déjà, effectivement, s'ils apprennent, à se nourrir, à fabriquer des choses, à être en lien avec des personnes de manière saine, à être bien dans leur peau, bah déjà, après, bah, ils choisiront leur voie et puis ils auront suffisamment confiance en eux pour aller chercher les infos dont ils ont besoin finalement, quoi. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Après, ils deviennent autonomes, en fait. Ouais. Ils vont eux-mêmes, parce que c'est quelque chose qu'on entend énormément, ça, enfin, je trouve, moi, je l'ai déjà beaucoup entendu. C'est toujours avec cette même posture de, en fait, ils s'imaginent qu'on enseigne à nos enfants. Donc Mmh. forcément, il y a forcément des lacunes, on ne sait pas tout et mais en fait, c'est parce qu'on ne part pas du principe que l'enfant sera en mesure lui-même d'aller chercher l'information là où elle se trouve. C'est pas Complètement, bah à oui. nous, parents, de répondre, et de connaître tout sur tout pour l'enseigner à l'enfant. Donc Non, bien c'est sûr. Nous, notre rôle, pour moi, c'est de fournir, les moyens et les supports, pour qu'ils puissent aller chercher ces infos-là et encore que, je pense dans quelques années, ils seront tellement malins que je sais même pas s'ils auront besoin de nous pour faire ça, quoi. bah, c'est ça, au bout Mais d'un moment, ils le font, ils y vont bah, oui, d'eux-mêmes. bien C'est quand évidemment. même le but, recherché. C'est comme tous ceux qui pensent, mais parce qu'il y a beaucoup de communication à faire là-dessus aussi, qu'en fait, bah, les liens d'attachement, le respect de justement des besoins de proximité du bébé. Bah, c'est ça qui va justement, être le tremplin vers l'autonomie. C'est plutôt si on ne respecte pas cette proximité-là, C'est que clair. l'autonomie va prendre un temps fou. C'est complètement ça. Ça me fait penser d'ailleurs à une publication de Sophie de S'éveiller, s'élever avec qui j'ai fait un live, la semaine dernière. Mmh mh. Qui a fait une superbe vidéo. Je trouve que c'est très parlant en plus pour répondre justement à cette question-là, parce que ça rejoint un petit peu l'idée aussi de si on surprotège un enfant, au lieu de l'exposer aux difficultés, il va pas pouvoir y faire face plus tard. Et en fait, Mmh. elle fait l'image avec quand on plante une graine, et que la graine, d'abord, on va la mettre dans un tout petit pot, enfin dans un godet, quoi. On va d'abord laisser les racines se développer et on va pas tout de suite la mettre en terre, sous la grêle avec le soleil qui tape à fond. On va d'abord veiller à ce que les racines elles aient bien prise et que la plante elle soit suffisamment robuste pour aller faire face à toutes ces difficultés. Bah, c'est très parlant, quoi. Je veux dire, c'est complètement ça Mmh. avec nos enfants. Mmh. Mmh. Donc voilà. Oui, bah, oui, oui, c'est vrai que ça aussi, c'est un argument qu'on peut entendre aussi, bah, il faut que les enfants, ils soient exposés finalement, l'instruction en famille, ça serait presque les mettre dans un cocon, protecteur. Il faudrait qu'ils soient exposés aux difficultés. Donc déjà, en plus, c'est faux parce que les difficultés, même au foyer, même dans notre cellule familiale, dans notre environnement, on en connaît des difficultés, donc il s'agit pas d'être exposé à encore plus de violence, pour être prêt à affronter, plus tard la violence de la société. Ouais, c'est ça et puis, je pense qu'il faut faire la différence entre les obstacles naturels de la vie. La vie est un mouvement perpétuel et forcément, quoi qu'on fasse comme choix, on rencontre des difficultés, des problèmes qu'il faut surmonter et la violence, c'est encore autre chose. La violence institutionnelle, la violence, entre les enfants, la violence, voilà, dans tous les secteurs. Mmh. Personnellement, je vois pas pourquoi j'irais choisir, d'exposer, Mmh. volontairement mon enfant à de la violence.
lui l'intégrer dans un processus de résoudre des problèmes, de l'impliquer dans les difficultés qu'on peut rencontrer avec son papa dans notre quotidien tous les jours et le faire participer aussi à chercher avec nous des solutions, être transparent avec lui, c'est une chose, mais l'exposer volontairement à de la violence, pour moi, c'est encore une autre chose. Et je crois pas qu'aucun parent, même ceux qui mettent leurs enfants à l'école, fassent ce choix-là pour les exposer à de la violence. Ça m'étonnerait fortement. Et c'est pour ça que je fais bien la distinction entre les deux. Et en plus, pour moi, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent passer dans les discours sur l'IEF, mais quand on est enfermé toute la journée dans une salle, protégé de tout en fait, hein, finalement, avec d'autres enfants du même âge, on rencontre pas toutes les situations de la vie qu'on peut rencontrer quand on est à l'extérieur, en train de vivre une vie entre guillemets normale. Bah, c'est peut-être plutôt là qu'on est protégé finalement de tout ce que la vie peut amener comme aléa, comme expérience. Donc voilà. Bah, c'est complètement artificiel. Ouais, Ça n'a rien de naturel. Ils sont même retirés. Les enfants, ils sont retirés de la société pendant 15 ans, c'est soi-disant ça. pour mieux les préparer à la société. Donc Voilà. c'est un comble. Ouais, non mais c'est intéressant. Bah écoute, je te remercie énormément. On pourrait parler pendant des heures, hein. C'est Ouais, ouais, ouais. passionnant. Et puis, j'étais très contente de trouver ton compte parce qu'on partage les mêmes valeurs et voilà, nos vies se ressemblent. Mmh. Donc, je te remercie Bah, merci à toi. d'avoir accepté de témoigner. Avec Et grand puis, plaisir. je te souhaite une très bonne continuation. Bah, de même et puis, peut-être à bientôt pour d'autres, projets. Avec plaisir. Salut Manon. Salut! Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.